J'étais une reine, et vous m'avez pris ma couronne, une épouse, et vous avez tué mon mari, une mère, et vous m'avez privée de mes enfants. Il ne reste que mon sang. Prenez-le, mais ne me faites point souffrir. Bonjour. Dans cette vidéo ASMR, je vous propose de retracer ensemble la vie de la reine Marie-Antoinette. Et pour ce faire, j'ai une invitée aujourd'hui qui est M ASMR, que je remercie d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Vous venez de l'entendre. Elle va lire pour nous quelques citations de Marie-Antoinette ou attribuées à Marie-Antoinette. Et on espère tous les deux que cette collaboration nous aidera à mieux faire revivre le personnage. Alors, même sans rien y connaître en histoire, tout le monde connaît Marie-Antoinette, parce que ça n'est pas seulement un personnage historique, c'est aussi une sorte d'icône culturelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle n'est pas vraiment connue pour ce qu'elle a fait. Elle est connue pour ce qu'elle était, la vie qu'elle a eue, le symbole qu'elle représente, la disparition de l'Ancien Régime dans le fracas de la Révolution française, pour le destin tragique qui a été le sien et qui l'a conduit du trône à la guillotine. Et c'est cette histoire à la fois brillante par moments, romantique, absurde, que je vous propose de revivre avec vous. Et elle va nous ramener plus de 2 siècles et demi en arrière. Alors il est temps pour vous d'adopter une position confortable. Je vous recommande d'utiliser des écouteurs et notre voyage va débuter en plein milieu du XVIIIe siècle, en 1755, alors qu'à Vienne, en Autriche, une jeune princesse qui ne semble pas destinée à une vie extraordinaire vient de naître. Marie-Antoinette est le 15e enfant de l'un des souverains les plus importants en Europe au XVIIIe siècle, qui est Marie-Thérèse d'Autriche. Par sa naissance, c'est une Habsbourg. Elle appartient à l'une des dynasties dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos historiques, les plus puissantes et prestigieuses d'Europe. Depuis le Moyen-Âge, les Habsbourg ont régné sur l'Autriche. Ils étaient archiducs d'Autriche. Ils ont également beaucoup d'influence en Allemagne, puisqu'ils sont, depuis plusieurs générations, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, qui était une sorte de confédération incluant l'Autriche et les principautés allemandes. Ils ont régné pendant 2 siècles, au XVIe et au XVIIe siècle, sur l'Espagne, à travers une autre branche de la famille, et ils ont encore au XVIIIe siècle de très grandes possessions, la Hongrie, la Bohême, le sud des Pays-Bas, correspondant à peu près à la Belgique actuelle, des possessions en Italie également, ce qui fait de l'Autriche une grande puissance européenne au XVIIIe siècle. Et Marie-Thérèse a régné pendant une 40aine d'années sur l'ensemble de ses possessions. Mais quand naît Marie-Antoinette dans les années 1750, il apparaît impossible qu'un jour, une fille de l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Thérèse, devienne reine de France, parce que depuis des générations, plus de 2 siècles, la France et l'Autriche sont des ennemis jurés, qui sont régulièrement en guerre et en concurrence pour étendre leur influence en Europe. Mais dans les années 1760, alors que Marie-Antoinette n'est encore qu'une petite fille de quelques années, et qu'elle ignore bien sûr tous ces développements, un grand renversement diplomatique a lieu. À la fois la France, qui était alliée depuis un moment avec la Prusse, et l'Autriche, alliée
et avec la Grande-Bretagne, sont mécontents de leurs alliances réciproques, en particulier après la guerre de 7 ans, dont les deux pays sont sortis vaincus, et c'est ce qui va les pousser à se rapprocher dans ce qu'on a appelé le grand renversement des alliances des années 1760. Donc pour la première fois, la France du roi Louis XV et l'Autriche de Marie-Thérèse s'allient, et pour renforcer, symboliser cette alliance comme on le faisait traditionnellement, ils vont décider d'organiser un mariage royal entre une fille de Marie-Thérèse et le petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Et c'est de cette manière que Marie-Antoinette s'est retrouvée en position de devenir un jour une future reine de France. Mais pendant ces jeunes années, alors que tous ces bouleversements diplomatiques ont lieu, elle les ignore, et elle vit surtout dans le palais des Habsbourg, au centre de Vienne, la Hofburg, ainsi que dans le palais d'été, le palais de Schönbrunn, qui est construit dans les environs de Vienne, et elle passe une enfance relativement heureuse, relativement libre aussi pour une princesse, parce qu'à la cour de Vienne, à la cour des Habsbourg, il y a relativement peu de cérémonial, relativement peu de faste en comparaison avec la cour de Versailles qu'on découvrira dans un moment. Et pendant ces jeunes années, l'éducation de Marie-Antoinette est celle d'une petite princesse que, comme ses sœurs, on destine à être mariée à un prince ou un roi étranger pour des raisons diplomatiques et pour servir les intérêts de l'Autriche et des Habsbourg. Cette éducation est pleine de lacunes. On lui apprend à lire et écrire, bien sûr, à parler d'autres langues étrangères, mais elle parlera jamais aussi bien d'autres langues que l'allemand, sa langue maternelle. On lui apprend la musique, on lui apprend à se tenir en société. Par contre, il n'y a aucun enseignement historique ou politique, et Marie-Antoinette ignore à la fois la situation européenne, mais aussi la situation de son propre pays. Et elle vit dans une sorte de bulle qui l'isole et la protège du reste du monde. Mais en 1770, quand Marie-Antoinette a 15 ans, il est maintenant temps de l'utiliser pour ce à quoi elle est destinée, la marier au futur roi de France. Et elle est donc envoyée dans une sorte de convoi vers la frontière entre l'Allemagne et la France, qui est à ce moment sur le Rhin, puisque l'Alsace est déjà un territoire du royaume de France. Et c'est là, au milieu du Rhin, sur une petite île, que dans une cérémonie, on lui fait abandonner toutes les possessions qu'elle a pu amener d'Autriche, et on les remplace par des cadeaux qui vont constituer son nouvel équipement de future reine, qui lui sont offerts par le royaume de France pour symboliser son changement de royaume, de nationalité. Et c'est en tant que Française qu'elle poursuit son voyage de l'Alsace vers Paris. En mai 1770, elle arrive à Versailles, et c'est là que, sans connaître personne, dans un environnement qui lui est totalement inconnu, elle va être mariée au futur roi de France, le futur Louis XVI. Elle devient donc la dauphine de France. Au départ, le dauphin et la dauphine sont assez populaires dans le royaume de France. Ils symbolisent le futur, la succession au trône, la paix avec l'Autriche, et ils sont donc reçus chaleureusement un peu partout, en particulier à Paris. Il est bien certain qu'en voyant ces gens nous traiter si bien, malgré leur propre infortune, nous sommes plus obligés que jamais de travailler durement à leur bonheur. La nouvelle dauphine a beau être assez populaire,
ça n'est pas pour autant que la vie à Versailles va être facile pour elle, surtout au départ. Elle se retrouve du jour au lendemain dans un environnement totalement nouveau et surtout, contrairement à la cour de Vienne où elle disposait d'une certaine liberté, d'une certaine intimité aussi, elle vit maintenant dans une cour de Versailles qui est réglée par un ensemble de cérémoniaux extrêmement stricts et auxquels elle doit se plier chaque jour. Par exemple, quand elle se réveille, elle est obligée de participer à une cérémonie d'habillement dans laquelle on se dispute l'honneur de lui tendre ses vêtements. Une cérémonie qui a lieu directement dans sa chambre, dont les portes sont ouvertes et où chacun peut rentrer pour assister à cette cérémonie. Elle doit aussi apprendre à se comporter à Versailles dans une langue qui n'est pas la sienne. Elle a dû accélérer sa formation. Elle finira par bien parler français, mais ça lui prendra quelques années. Et ceci complique également ses débuts. Mais le plus difficile, c'est surtout ce qui se passe avec son nouveau mari, ou plutôt ce qui ne se passe pas. Puisque après la cérémonie du mariage, on a couché les nouveaux époux ensemble, imaginant que la consommation du mariage irait de soi, mais les deux sont inexpérimentés, ne savent pas quoi faire, et finalement rien ne se passe pendant des jours, puis des semaines, puis des mois, et même pendant des années, à tel point que ce mariage non consommé devient presque un problème diplomatique entre l'Autriche et la France. Le royaume de France veut des enfants, et comme toujours dans ce genre de cas, on blâme plutôt l'épouse, même s'il semble que ce soit surtout l'inexpérience du futur Louis XVI qui explique l'absence de consommation. Ce sujet, cette incapacité à consommer le mariage et à tomber enceinte, qui est ce qu'on attend en priorité d'une future reine de France, qu'elle donne des enfants et surtout des héritiers mâles au roi, va lui peser et la mettre sous pression pendant des années, jusqu'à ce que finalement un frère de Marie-Antoinette, le futur archiduc Joseph d'Autriche, visite la cour à Versailles et explique suffisamment clairement à Louis XVI ce qu'il doit faire, ce qui permettra la consommation du mariage et la première grossesse de Marie-Antoinette. Mais en attendant, pendant toutes les premières années, cette ombre du mariage non consommé va laminer, va lui peser et entraîner une sorte de harcèlement de la part de l'ambassadeur d'Autriche, de la part de sa mère, qui lui écrit régulièrement depuis Vienne, et on peut imaginer le traumatisme que ça représente pour une jeune femme qui a moins de 20 ans. Un autre problème également qu'elle rencontre est de savoir se comporter à la cour de Versailles, qui est si différente de celle de Vienne. Par exemple, un autre incident qui va se produire va avoir lieu avec la maîtresse de Louis XV. Dans les années 1770, 1760 et 1770, la maîtresse de Louis XV est Madame du Barry. Madame du Barry, c'est une femme qui n'est, par sa naissance, pas noble. Elle a été anoblie par Louis XV, qui lui a offert ce titre de comtesse du Barry. Elle est extrêmement belle, elle est capable d'amuser le roi, ce qui lui donne un certain statut, une influence à Versailles pendant des années. Mais elle est aussi considérée par beaucoup comme vulgaire. D'ailleurs, il est assez étonnant qu'une marque de produits alimentaires, sans doute pour faire classe, récupère ce nom de comtesse du Barry, puisque dans les années 1760 et jusqu'à la mort de Louis XV, elle est plutôt le symbole de la vulgarité et de l'opportunisme auprès de la cour de Versailles. Mais peu importe, le problème pour Marie-Antoinette, c'est qu'elle considère par son éducation, par les valeurs
qui lui ont été inculquées, qu'elle n'a pas à parler à une femme de ce type, alors que ce statut de maîtresse royale donne à Madame du Barry, si ce n'est une véritable légitimité, du moins une importance politique. Elle devrait faire le nécessaire pour plaire à son beau-père, Louis XV, et elle ne le fait pas. Elle s'entête jusqu'à ce que le problème devienne, là encore, un peu diplomatique. Elle sera harcelée à nouveau par l'ambassadeur d'Autriche, par sa mère, jusqu'à ce qu'elle se décide à adresser la parole à Madame du Barry. Et ça avait son importance, puisque selon le protocole qui est en vigueur à Versailles et dans les autres cours d'Europe, le rang supérieur de Marie-Antoinette fait que Madame du Barry ne peut pas lui adresser la parole avant que Marie-Antoinette ne l'ait faite elle-même. Elle va donc être forcée de s'humilier publiquement en disant quelque chose à la maîtresse de Louis XV pour que celle-ci soit invitée désormais à lui adresser la parole. Ça peut paraître extrêmement absurde, mais ça montre les problèmes que Marie-Antoinette rencontre dans ses premières années à Versailles et comment elle se fabrique auprès des autres courtisans une réputation de fille un peu naïve, un peu bornée aussi. Et cette réputation va la suivre pendant plusieurs années. Mais vers le milieu des années 1770, plusieurs événements font évoluer la situation et commencer une nouvelle phase dans la vie de Marie-Antoinette. En 1774, alors qu'elle a 19 ans et qu'elle est à Versailles depuis 4 ans, Louis XV meurt après un long règne et c'est donc son mari, le nouveau roi de France, Louis XVI, qui monte sur le trône. Elle est désormais reine de France et non plus simplement dauphine, et ce changement de statut va lui donner beaucoup plus de liberté et d'indépendance qu'auparavant. Quelques années après, en 1778, elle va être enceinte pour la première fois, et cette grossesse est une incroyable libération compte tenu du problème posé par ce mariage pendant des années. Ce qui, là aussi, maintenant qu'elle a commencé à accomplir la mission qu'on attend d'elle, va lui donner plus de marge de manœuvre, de liberté, de légitimité dans son statut de reine, et c'est donc une nouvelle page de sa vie, dont elle sera un peu plus maîtresse, qui va commencer. L'ennui me terrifie. À la fin des années 1770, Marie-Antoinette peut donc vivre comme elle l'entend, et cette nouvelle liberté, elle va l'utiliser surtout pour s'adonner à de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Elle a très peu d'intérêt pour les choses politiques ou intellectuelles. Sa mère et l'ambassadeur d'Autriche vont plusieurs fois essayer d'utiliser Marie-Antoinette pour infléchir la politique de la France, pour qu'elle intervienne auprès de son mari ou des ministres. Elle sera coopérative avec eux, mais n'arrivera jamais véritablement sur des choses importantes à changer le cours des choses, ce qui va décevoir les espoirs de sa mère. Mais par contre, elle va s'intéresser à de nouvelles choses. La décoration, on lui offre le Petit Trianon, qui est une petite bâtisse dans le parc de Versailles qu'elle redécore. La mode, les fêtes. Elle aimera beaucoup aller à Paris incognito pour participer à des bals masqués. Et également le jeu. Elle n'est pas la première reine à s'être adonnée au jeu. La femme de Louis XV, Marie Leczinska, le faisait également. En fait, elle rencontre le problème de nombreux courtisans à Versailles. Comment s'occuper quand on a énormément de temps, énormément parfois d'argent aussi. Et elle va tomber, entre guillemets, dans beaucoup d'occupations un peu inutiles ou superficielles, simplement pour remplir son existence. Pour autant, elle devient une sorte
de gourou de la mode dans la haute société, et pas seulement à la cour de Versailles, mais ailleurs en Europe. À cette époque, la cour de Versailles donne le ton en termes de goût, de mode, et profitant de ce statut de reine de France, elle va changer la mode de la haute noblesse européenne, par exemple en adoptant un style qui se veut beaucoup plus naturel, par opposition au maquillage très lourd qu'on portait depuis plusieurs décennies. En faisant ça, elle fait travailler beaucoup de modistes, de créateurs de parfums, d'accessoires à Paris, et en plus de stimuler tout ce secteur économique parce qu'elle est imitée par la haute noblesse française ou internationale, elle aide quelque part à développer ce secteur du luxe, des parfums, qui va devenir et rester extrêmement important dans l'économie française. Elle le fait involontairement, bien sûr, mais on peut au moins la créditer d'avoir contribué à établir la France comme la patrie des produits de luxe. Elle mène une vie un peu fantasque et qui coûte cher, ce qui va laisser des traces à Versailles. Par exemple, en dehors du Petit Trianon, il y a le hameau de la Reine qu'elle fait construire très cher dans les années 1780 pour disposer d'une sorte de petite ferme miniature, une sorte de petite utopie rurale, et ce genre d'initiative va lui valoir beaucoup d'inimitié parce que ça coûte cher à fabriquer et à entretenir, parce qu'évidemment ça n'est pas très utile, et dans un pays comme la France qui dans les années 1780 traverse une crise économique et financière très sérieuse qui contribuera au déclenchement de la Révolution française, voir une reine qui vit de façon aussi luxueuse est quelque chose d'insupportable pour beaucoup. Il y a une part de naïveté chez elle parce qu'elle ne s'en rend pas compte, parce qu'elle se comporte parfois de façon maladroite. Elle s'entoure par exemple de gens qui l'amusent, la divertissent, voire simplement sont agréables à regarder, plutôt que, comme une reine avisée le ferait, s'appuyer sur les grandes familles de la noblesse française en les gardant autour d'elle. Elle se crée ainsi des ennemis, elle génère des frustrations qu'elle paiera très cher plus tard. Dans les années 1780, sa popularité commence à décliner très fortement. Elle devient même haïe par une bonne partie de la population française. On lui reproche des problèmes dont elle n'est pas responsable, comme les problèmes économiques qui valent au couple royal cette impopularité. Mais par sa maladresse, par son statut de reine venue de l'étranger, elle va attirer sur elle énormément de détestation de la part aussi bien d'intellectuels que du petit peuple en France. On commence à l'appeler l'Autrichienne de façon péjorative, et des scandales vont éclater dont elle n'est pas directement responsable, mais qui vont là encore ternir son image. Par exemple, il y a la célèbre affaire du collier. C'est un scandale dans lequel elle n'est pour rien, mais elle va en être considérée comme responsable par l'opinion publique. Ce qui s'est passé, c'est que des gens de son entourage ont utilisé son nom pour faire fabriquer un collier de diamants extrêmement onéreux et ensuite disparaître avec sans le payer. Elle n'a absolument pas trempé dans cette histoire. La seule chose qu'on puisse lui reprocher est d'avoir été naïve, puisqu'elle a accepté dans son entourage une sorte d'aventurière qui a été le cerveau de cette escroquerie. Mais elle va le payer très cher en termes d'image, de réputation. Et dans les années 1780, commencent à circuler des rumeurs sur sa vie sexuelle débridée, sur une supposée relation avec de jeunes hommes qui ne sont pas le roi, comme par exemple un comte suédois, Axel de Fersen. On ne sait pas en fait s'il s'est passé quelque chose, rien ne le prouve, mais il est possible qu'elle ait eu
une sorte de coup de cœur pour cet homme. Il y a des pamphlets qui circulent contre elle. Il y a des gravures pornographiques qui la montrent en position humiliante. Et tout ça conduit à une montée progressive de la haine, pas seulement contre la royauté, mais en particulier contre la reine, contre l'Autrichienne, jusqu'à ce qu'explose la Révolution française. Quand la Révolution française commence, à la fin des années 1780, en vérité, Marie-Antoinette a commencé à changer en termes de personnalité. Elle est devenue mère plusieurs fois, elle a mûri, elle a commencé à arrêter toutes ces excentricités qui lui ont coûté tellement cher en termes d'image. Elle a aussi compris que son comportement et l'image publique qu'elle projetait étaient importants et pas seulement pour elle. Mais il est déjà trop tard, et pendant la Révolution, c'est une véritable haine qui va se déverser sur elle. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Cette phrase, Marie-Antoinette ne l'a certainement jamais prononcée, mais le fait qu'on la lui attribue illustre son impopularité quand commence la Révolution. Le contexte, c'est une journée révolutionnaire pendant laquelle des femmes ont marché de Paris jusqu'à Versailles pour réclamer du pain. Il faut se rappeler que même s'il y a des problèmes sous-jacents plus graves de contestation de l'ordre social, la révolution explose à ce moment-là parce que les problèmes économiques et financiers sont devenus insupportables. Et face à cette foule de femmes qui protestent, Marie-Antoinette aurait demandé « Mais pourquoi sont-elles là pour réclamer ?» On lui aurait dit « Parce qu'elles n'ont pas de pain », et ce à quoi elle aurait répondu qu'elles mangent de la brioche. En fait, cette phrase apparaît dans un livre de Jean-Jacques Rousseau, publié 10 ans auparavant, et que Marie-Antoinette n'avait très certainement pas lu, mais on lui a mis ces paroles dans la bouche. Avec la Révolution qui éclate, assez rapidement, le couple royal, Louis XVI et Marie-Antoinette, va être contraint de quitter Versailles pour s'installer à Paris, au Palais des Tuileries. Le Palais des Tuileries n'existe plus aujourd'hui, mais si vous voyez un peu la configuration du Palais du Louvre, le musée du Louvre aujourd'hui, le Palais des Tuileries fermait le musée du Louvre en reliant les deux ailes qui aujourd'hui s'ouvrent sur le parc des Tuileries. Et c'est là, pendant plusieurs mois, que Marie-Antoinette et Louis XVI vont vivre. Ce couple qui, en fait, n'avait pas grand-chose en commun, qui ne vivait pas vraiment comme des étrangers à Versailles, mais qui n'avait globalement pas grand-chose à se dire, va être rapproché. Ils avaient commencé à se rapprocher avant la Révolution, grâce à leurs enfants, et encore plus pendant les années qui les conduiront tous les deux jusqu'à la mort. Le couple va être de plus en plus proche et essayer de s'en sortir ensemble. Au départ, l'intention des premiers révolutionnaires, ceux de 1789-90, n'est pas de détruire la monarchie, mais de remplacer la monarchie absolue de l'ancien régime français par une monarchie constitutionnelle, de contrôler, de réduire les pouvoirs du roi, tout en le gardant comme chef d'État. Mais cette évolution politique, Louis XVI et Marie-Antoinette ne vont jamais l'accepter. Ils vont seulement faire semblant de l'accepter, sous la pression et parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ils vont, dès le début de la Révolution, faire tout ce qui est possible pour miner cette révolution, pour obtenir sa chute et espérer, quand la guerre va commencer entre la France révolutionnaire et les autres pays d'Europe, espérer une défaite des armées révolutionnaires qui permettrait de les remettre sur le trône. A posteriori, plus de 2 siècles plus tard, compte tenu de l'évolution que la France et le monde ont connue, il apparaît bien sûr évident qu'il n'était plus possible de maintenir cette monarchie absolue
cette société de caste, de privilèges, mais pour Louis XVI ou pour Marie-Antoinette, qui, par leur éducation, par la vie qu'ils ont eue, par les valeurs qu'ils ont apprises, il était pour eux impensable d'abandonner ce système politique et social. Et donc, malgré une acceptation de façade, ils vont travailler autant qu'ils le peuvent à essayer de revenir à la situation d'avant 1789. C'est avec cet espoir et pour se protéger eux-mêmes qu'ils vont tenter de s'enfuir de France, espérant rallier l'étranger et revenir dans le sillage des armées autrichiennes ou des autres pays entrés en guerre contre la France révolutionnaire. Et c'est donc cet épisode de la fuite de Varennes, pendant lequel la famille royale, qui essaye de se dissimuler dans un carrosse, va être interceptée à Varennes avant de passer la frontière. Elle est ramenée piteusement à Paris, et cette fuite qui a échoué est le début du compte à rebours vers la fin, pour Louis XVI comme pour Marie-Antoinette. Nous fîmes un beau rêve, et c'est tout. Je ne pourrais connaître aucun plaisir en ce monde si j'abandonnais mes enfants. Après l'épisode de la fuite de Varennes, la situation de la famille royale se détériore extrêmement vite. Ils sont séparés, le mari, la femme, les enfants. Louis XVI va être jugé et condamné à mort début 1793, et il reste donc la reine, l'ex-reine, qui maintenant, avec le virage plus radical qu'a pris la Révolution, n'a plus de statut, n'a plus de rôle institutionnel. Et pour les révolutionnaires, elle représente un point d'interrogation. Que faire de cette femme? Le symbole, c'était le roi, son mari. Elle n'avait pas de pouvoir personnel. Il est donc difficile de la charger pour des crimes politiques. On sait néanmoins qu'elle, bien sûr, souhaitait la destruction, l'échec de la Révolution, mais les révolutionnaires qui vont la juger n'ont pas ou quasiment pas de documents qui prouvent une éventuelle trahison de l'ancienne reine de France. Et il va se passer une sorte de paradoxe. On sait aujourd'hui qu'elle a bien sûr ardemment souhaité la chute de la Révolution, qu'elle a écrit de nombreux courriers qui ont été conservés dans les archives à Vienne pour inciter sa famille, d'autres souverains, à attaquer la France révolutionnaire. Et si les révolutionnaires avaient eu en leur possession de tels documents, ils auraient très facilement pu la faire condamner pour tentative de trahison contre son pays. Mais ils n'avaient rien. Et n'ayant rien, ils doivent remplir le dossier d'accusation parce que, bien sûr, elle va être condamnée pour des raisons politiques. Il faut éradiquer ce symbole de la monarchie, de l'ancien régime, pour s'assurer qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Et pour mieux l'attaquer, on va donc l'attaquer sur sa personne, en réutilisant ces rumeurs des années 1780 sur un supposé inceste avec ses enfants, sur une vie sexuelle indécente, des choses qui ne s'appuient en fait sur rien et qui sont purement de la calomnie, mais comme il faut la faire condamner dans un procès public, ce genre d'éléments va être sorti, mis sur le tapis, et elle va se défendre courageusement, il faut le dire, pendant son procès. Elle sait sans doute, au fond d'elle-même, qu'elle va être condamnée, parce que c'est un procès politique, même s'il ne dit pas son nom, mais elle se bat malgré tout. J'étais une reine, et vous m'avez pris ma couronne, une épouse, et vous avez tué mon mari, une mère, et vous m'avez privée de mes enfants. Il ne reste que mon sang. Prenez-le, mais ne me faites point souffrir. C'est fait, elle a été condamnée à la guillotine, et c'est donc un matin d'octobre 1793 que commence le dernier jour
de Marie-Antoinette. Comme pendant les années révolutionnaires et encore plus durant son procès, elle a mûri très rapidement. Elle a découvert un courage en elle qu'elle n'avait peut-être jamais eu l'occasion d'explorer avant que la Révolution ne commence, et comme elle a fait face à ses juges pendant son procès, elle va faire face à la guillotine avec beaucoup de courage et de maintien. On la sort de sa prison pour la transporter jusqu'à la place où elle sera exécutée. Autour d'elle, la foule hurle sa haine, elle est plus impopulaire que jamais, et les exécutions sont publiques. Mais elle arrivera à rester digne jusqu'au bout. Le courage, j'en ai fait preuve durant des années. Pensez-vous qu'il puisse m'abandonner alors que mes souffrances sont sur le point de s'achever ? Et finalement, la guillotine s'abat, et ainsi s'achève la vie de la dernière reine de France de l'Ancien Régime. Presque immédiatement, Marie-Antoinette va entrer dans la légende. Elle va bien sûr être un symbole pour les royalistes qui espèrent le retour d'une monarchie. Elle va être réhabilitée et considérée comme une martyre après la Restauration en 1815. Mais au XIXe siècle, elle devient aussi un personnage romantique par la vie qu'elle a eue. Au XXe siècle, elle devient une image dans la culture populaire. Elle apparaît dans des films, des dessins animés, sous une forme sans doute très éloignée de la réalité historique. Mais sous cette forme populaire, Marie-Antoinette est connue dans le monde entier, que ce soit en Europe, au Japon, en Chine, en Amérique. Et plus de 2 siècles après sa mort, elle continue encore sous cette forme à fasciner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voudrais encore une fois remercier MASMR pour sa participation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR en français. Au revoir.